Je suis ravie de vous accueillir ici au 104, dans notre lieu foisonnant. Aujourd'hui, un samedi, un grand jour d'affluence. Et je suis très contente de célébrer ces 15 ans de Mediapart avec vous. Moi, je suis directrice de l'innovation au 104. Je suis ravie d'être avec Solveig et Morgane. Et je vais vous parler un petit peu de notre lieu. Je pense que vous le pratiquez, en tout cas aujourd'hui vous le voyez sous un certain angle. On se définit comme un lieu infini d'art, de culture et d'innovation. On existe depuis 2008. Chaque année, on accueille à peu près 600 000 personnes. Alors c'est vrai que le samedi et les dimanches, un jour comme aujourd'hui, il y a une grande affluence parce que notamment on est dans le week-end d'ouverture d'une très belle exposition que je vous recommande, qui est le Festival de circulation de la jeune photographie européenne. On fait des choses variées. Et on accueille énormément d'artistes en fait, qui sont en résidence ici, mais pas que. On fait énormément d'actions vers le territoire, vers les scolaires. Alors, vous inquiétez pas, on va parler du sujet, hein, mais je voulais faire juste une petite introduction. On accueille des usagers qui vont de la très petite enfance, puisqu'on a une maison des petits. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la pratiquer, où on peut venir avec ses enfants entre 0 et 6 ans. Et mes collègues qui travaillent là-bas sont des psychologues. C'est toujours intéressant d'avoir des lieux d'accueil. On fait énormément d'actions avec le quartier. Et puis, on a une particularité pour un lieu culturel, c'est d'avoir un incubateur. Je ne sais pas si cette notion d'incubateur vous parle. Oui, ça vous parle? Donc depuis 10 ans, on accompagne à peu près 75 structures innovantes au sein du 104. Donc c'est des équipes comme celle de Solveig et de Morgane qui travaillent ici chaque jour. Alors là, ils sont courageux, normalement c'est du lundi au vendredi, mais ils aiment tellement le lieu qu'ils reviennent le samedi. Ah oui, pardon, oui. C'est des équipes innovantes. Donc pour Arviva, ils ont la brillante idée de travailler du lundi au jeudi. Je crois que c'est une forme intéressante. En tout cas, travailler moins et mieux, c'est pas mal. Donc cet incubateur, 104 Factory, il est là pour porter l'innovation dans la culture. Et souvent, l'innovation dans la culture, elle était portée par la technologie. Et on s'est posé la question, on a pu se poser ces questions pendant la pandémie, puisque pendant la pandémie, le lieu était fermé, nos activités un peu perturbées, on était un centre de vaccination. Et on s'est dit finalement, l'innovation ne peut pas être que technologique et ne doit pas être que technologique. Pour nous, c'est un outil, pas du tout une solution. Il y a un enjeu qui est majeur aujourd'hui dans la culture, c'est celui de la transition écologique. Et comment est-ce qu'on peut accompagner aussi des structures innovantes? Alors, à la fois des entreprises, on le verra avec Morgane, et des associations, avec Solveig. Comment est-ce qu'on peut accompagner des entreprises qui ont des projets innovants en faveur de la transition écologique du secteur culturel? Et finalement, la question qu'on a envie de se poser ensemble, puisque l'idée aussi, c'est de pouvoir échanger avec vous, c'est comment la culture peut-elle agir sur cette nécessaire transformation pour qu'on puisse avoir un impact plus positif sur nos environnements? Donc voilà, c'était ma petite introduction. L'incubateur, il est juste à l'entrée du 104. Quand vous rentrez, vous voyez 104 Factory. Et puis aussi, les bureaux, c'est un peu disséminé dans l'ensemble du bâtiment. Je vais laisser la parole à Solveig pour que tu puisses nous présenter ta structure, Arviva. Et puis après, je laisserai la parole à Morgane. Et j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud et que vous nous entendez bien. Merci Maria-Lia. Bonjour, je m'appelle Solveig Barbier. Je suis en effet cofondatrice et désormais déléguée générale d'une association qui s'appelle Arviva, pour Art Vivant, Art Durable, qui est une asso qu'on a créée il y a à peu près 3 ans. On était un groupement de professionnels du spectacle qui travaillaient dans le spectacle vivant et qui commencions à nous dire que nos pratiques professionnelles n'étaient pas tellement accordées avec nos préoccupations d'une manière écologique et que ça commençait à être un petit peu difficile d'exercer nos métiers d'une manière qui était complètement contre-intuitive par rapport à ce qu'on faisait dans nos vies personnelles. Visiblement, on n'était pas les seuls puisque l'asso s'est créée, on était 9 cofondateurs et cofondatrices et qu'aujourd'hui on regroupe à peu près 300 adhérents et adhérentes qui sont des structures et des professionnels du spectacle vivant, également des réseaux. Et on s'intéresse très concrètement, alors c'est-à-dire que comment aujourd'hui on met en conformité le secteur du spectacle avec des enjeux écologiques qui sont de plus en plus forts et comment on utilise cet outil-là, l'outil du spectacle, comme vecteur de mobilisation et de transformation de la société dans son intégralité.
Tu voulais que je sois plus précise peut-être, hein? Oui, je vais laisser Morgane aussi présenter les activités de Remix, qui est un bureau d'études. Et puis après, je reviendrai vers toi avec des questions plus précises. Et n'hésitez pas, si vous avez une envie irrésistible de poser une question, bah voilà, c'est un échange avec vous aussi. Bonjour, donc je m'appelle Morgane Moinet, je suis directeur général du bureau d'études Remix. On est un bureau d'études techniques dans le domaine du réemploi des matériaux de construction et notre job, c'est d'aider les professionnels du bâtiment à utiliser des matériaux d'occasion plutôt que des matériaux neufs. Donc ça se décline sous 3 aspects principalement. On a une activité d'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc on accompagne les propriétaires de bâtiments dans la définition de stratégies de réemploi, la transcription de ces stratégies dans leur cahier des charges pour pouvoir se doter d'équipes de concepteurs qui soient compétentes pour les accompagner sur ce sujet-là. Après, notre cœur de métier, c'est la conception. On est tous architectes de formation, à minima. Je suis le seul dans l'équipe à ne pas avoir de double diplôme. Il y a aussi des ingénieurs, des urbanistes. On est associés, on a cofondé le bureau d'études avec une agence d'architecture qui s'appelle Encore Heureux. Et donc notre métier, c'est dans les équipes de maîtrise d'œuvre, de concepteurs, d'intégrer les problématiques liées au réemploi, notamment normatives, réglementaires, juridiques et autres. Et puis un troisième volet dans notre activité qui est un volet plus de sensibilisation et de formation, comme de venir parler de son travail le samedi au 104, de donner des cours auprès d'étudiants en école d'architecture, en école d'ingénieur. Et puis on a aussi un média d'actualité sur le sujet qui s'appelle matériauxréemploi.com, qui est un peu un side project mais qui est aussi un moyen de partager notre passion pour le sujet. Voilà. Matériaux réemploi au pluriel. Matériaux AUXréemploi.com. Voilà, et quand même notre job au quotidien, c'est d'aider le secteur à réduire son impact environnemental parce que c'est catastrophique. Voilà. Je reviens vers toi. Sur les activités menées par Arviva, tu peux décrire un peu toutes vos actions, les types. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rejoignent les deux structures. C'est la sensibilisation et la formation notamment. Oui, bien sûr, ouais, c'est un élément qui est assez central et qui est devenu un de nos axes forts. Il faut savoir qu'Arviva, on travaille sur 2 plans. À la fois la question de l'éco-responsabilité, c'est-à-dire comment dans nos métiers, on peut faire en sorte de réduire nos impacts. Très concrètement, alors je ne sais pas à quel point vous êtes familière et familier avec les métiers de la production, de la diffusion du spectacle, mais comment très concrètement on va dans un théâtre essayer de réduire son impact sur la manière dont les artistes ou dont le public vient dans la salle de spectacle. Et ça, c'est quelque chose qui, initialement, on pourrait croire ne tient que à la politique des publics ou que à la billetterie à travailler. Donc il y a quand même quelque chose à faire à cet endroit-là. Et par ailleurs, on travaille sur un enjeu qui est beaucoup plus systémique, de se dire, en fait, ça ne suffit pas de faire les choses dans nos métiers, il faut qu'on réfléchisse plus largement à une question de politique culturelle. Et donc, pour mener ça à bien, ce qui n'est pas une mince affaire, on a tendance à résumer nos actions sous 3 axes. Un premier axe qui est la question de la fédération, c'est-à-dire que le milieu du spectacle vivant, c'est un milieu avec énormément de personnes qui sont isolées. Alors la question des intermittents et des intermittentes, elle est absolument centrale, évidemment, mais même au-delà des directions de lieux, de compagnies, etc., en fait, il y a très peu d'interconnexion entre les différents métiers. Donc cette question de fédération, de créer des groupes de travail, de discuter, de réfléchir ensemble à des nouvelles modalités de travail, elle est centrale. Ça s'explique, enfin ça se met en place très concrètement par énormément d'échanges avec les adhérents et adhérentes, des moments de rencontre. La question de la formation, comme tu le disais, elle est très très importante aujourd'hui dans nos formations initiales. Quand on travaille dans le milieu du spectacle, à aucun moment on parle d'écologie ou on parle même d'impact d'un point de vue environnemental de ce qu'on fait. Donc on développe des cycles de formation et par ailleurs on travaille très précisément aujourd'hui sur une formation, un type de formation qui va être diffusé auprès de dirigeants et de dirigeantes de structures en se disant que c'est par là qu'il faut rentrer, c'est-à-dire qu'il y a d'énormes impacts sur les métiers, mais qu'avant ça, il faut qu'en fait les dirigeants et dirigeantes soient formés parce qu'ils et elles constituent souvent des blocages extrêmement importants pour des personnes qui sont dans leurs équipes et qui n'arrivent pas à avancer au-delà de ça. Et on fait beaucoup de sensibilisation, on intervient énormément dans des universités, on fait beaucoup de tables rondes, on fait beaucoup de conférences également. Et enfin, un dernier point qui peut paraître un peu évident, mais qui n'est pas tant que ça, c'est qu'on ne connaît pas du tout l'impact environnemental. Alors je ne parle pas d'impact uniquement carbone, parce que ce n'est pas le seul enjeu des activités du spectacle vivant. Donc la question de la mesure,
elle est tout à fait centrale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut réduire l'impact du spectacle, comment on fait, dans quelle proportion, si on veut tenir les accords de Paris, si on veut respecter en fait, les différents engagements qui sont pris, en fait, on n'a aucune idée de par où s'y prendre parce qu'on ne sait déjà même pas du tout combien pèse le spectacle vivant en termes d'impact, même uniquement carbone. Donc on a développé un outil qui s'appelle le SIDS, qui est un outil qui est disponible gratuitement, complètement gratuitement sur notre site, et dont l'utilité est à la fois d'aider, donc vraiment toujours avec ce double volet, d'aider des professionnels à prendre en charge leurs actions et en les menant directement vers la conception d'une charte, et par ailleurs l'idée de récupérer des données de secteur pour savoir enfin en fait quel poids on a aujourd'hui. La seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est se dire ah ben voilà, on est à X% du PIB, on sait que c'est autant d'emplois, on sait que, mais en fait c'est la seule donnée qu'on a aujourd'hui pour savoir quel est notre impact d'un point de vue environnemental, ce qui pose énormément de questions dès lors qu'on doit faire des choix. Et de se dire, en fait, est-ce que l'impact social qu'a cette production est valable par rapport à l'impact environnemental? Très concrètement, est-ce que ça a du sens pour un très grand artiste d'aller faire une date isolée en Asie, par exemple, par rapport à l'impact social que va créer, l'émotion que va créer son concert, par rapport à l'impact que va avoir, par exemple, sa mobilité sur son déplacement? Donc voilà, en 2 mots, ces 2 axes, à la fois éco-responsabilité, changement systémique, et puis après nos 3 axes qui sont fédérés, la formation, la sensibilisation et la mesure d'impact. On parle d'impact. J'ai l'impression que dans le secteur de la construction, on sait mesurer. Je vois dans vos bureaux souvent des tonnages, etc., de matériaux qui ont été récupérés. Aujourd'hui, qu'est-ce que génère ce secteur-là? Et mon autre question, c'était aussi autour de la culture. Est-ce que le secteur culturel, dans l'aspect bâtimentaire, a pris un virage, est en train de se transformer? Comment tu perçois tout ça? Donc 2 questions, la mesure et le secteur culturel. Alors déjà la mesure, nous un de nos métriques c'est la production de déchets. Donc le secteur du bâtiment et des travaux publics est le premier producteur de déchets en France. Donc c'est 240 millions de tonnes historiquement. Là on a les dernières datas, c'est 213 millions de tonnes, mais en fait il y a le Covid dans l'histoire. Donc ne pas croire que ça a baissé dans les faits. Et donc ça représente 70% du volume total des déchets, tout secteur d'activité confondu. Dans le secteur exclusivement de la culture, ou plutôt des institutions culturelles, c'est des datas que j'ai pas. Mais donc ça, c'est un de nos métriques. Après, il y a les volumes de matières non extraites, qui sont donc de matériaux non utilisés, grâce à l'utilisation de matériaux d'occasion. Et puis toujours aussi ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie, donc qui permettent notamment de mesurer l'impact carbone, qui reste aujourd'hui l'unité de mesure la plus utilisée, même si effectivement, comme disait Solveig, il y en a plein d'autres. L'analyse du cycle de vie, qu'est-ce que c'est exactement? Alors c'est une méthode de calcul des impacts, qui est multicritère d'ailleurs, donc on a tendance à retenir que celui carbone parce qu'il est populaire, accessible, on va dire, et surtout parce qu'il est très... comment dire, il se recoupe dans pas mal de domaines d'activité, ce qui est pas forcément aussi simple pour certains autres indicateurs, mais il y a des indicateurs en termes d'acidification des eaux, en termes d'impact sur la vie sauvage, enfin bon, plein. Donc la méthode d'ACV, c'est d'analyser l'impact environnemental d'un produit ou d'un service tout au long de son cycle de vie. Donc globalement, si on s'imagine quel est l'impact environnemental d'une brique, on commence par se dire quel est l'impact, combien on émet de carbone pour extraire de la terre, pour façonner la brique, pour la cuire, pour la transporter jusqu'au lieu où elle sera mise en œuvre, combien impact sa mise en œuvre, éventuellement son fonctionnement pour les objets fonctionnels, ce qui n'est pas le cas de notre brique, et ensuite pour son traitement en fin de vie, donc en l'occurrence probablement sa mise en décharge quand il s'agit d'une brique. Et ça c'est super intéressant parce que ça permet de diviser les impacts aux différents moments du cycle de vie d'un objet. Et nous, dans notre cas, le fait d'utiliser des matériaux d'occasion, en fait, on prolonge la durée de vie de l'objet, donc on évite, ou on prolonge certains cycles, ou on évite certains impacts. Et donc ça, c'est un outil de mesure qui est fort pratique. Et la deuxième question, c'était... C'était plus dans le secteur culturel. Est-ce que tu peux donner un exemple de projet sur lequel vous êtes intervenu? Alors c'est vrai que j'ai beaucoup centré tout à l'heure ma présentation parce que c'est notre approche historique, on va dire, sur l'architecture. On travaille aussi sur les questions d'urbanisme et on travaille avec des institutions culturelles. Le premier contrat qu'on a signé avec Remix, c'était un contrat avec le musée du Louvre.
On s'est dit que pour commencer, c'était pas mal, ça faisait une bonne carte de visite. C'était une toute petite opération, très modeste, mais des fois, il faut savoir mettre en avant le nom de son client, même quand l'opération est modeste. Donc qui, en l'occurrence, à travers l'architecte en chef des monuments historiques qui était en charge de l'opération, avait envie de limiter le nombre de matériaux jetés dans le cadre d'une des réhabilitations de l'aile du musée, une aile administrative. Et puis ensuite, donc ça c'est vraiment de l'archi, hein, c'est juste l'institution qui est une institution culturelle. Et ensuite, on a fait les aménagements du palais éphémère de la découverte. On a participé avec des concepteurs, des menuisiers et une boîte de curage. Le curage, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de démonter proprement des matériaux plutôt que... C'est le démolisseur 2.0, le démolisseur de demain, qui au lieu de tout casser, vient démonter avec soin des matériaux qui ensuite pourront être réutilisés ou réemployés. Et donc on a été mandaté par Universcience pour concevoir les aménagements du palais éphémère de la découverte. Donc pour faire rapide, dans le cadre de la réhabilitation du Grand Palais, le palais de la découverte est déménagé. Donc l'aile Rohan l'aile Rohan, c'est au Louvre. Le palais d'Antin, merci. Meilleure stagiaire, elle est là pour m'aider à ne pas oublier le nom des projets. Donc, dans le cadre de la réhabilitation du Grand Palais, le palais d'Antin qui héberge le palais de la découverte est déménagé dans un bâtiment temporaire, un bâtiment de l'agence Construire de Patrick Bouchin et Loïc Julienne. Et nous, on est mandatés pour démonter les matériaux de l'ancienne scénographie, concevoir et réaliser les aménagements du bâtiment temporaire. Et en fait, on fait cette scéno avec 99% en masse de matériaux de réemploi, ce qui est ultra performant quand on regarde un peu les autres opérations. Mais pour un petit peu relativiser ça, en fait, on avait un tout petit bâtiment à aménager, un très très grand bâtiment avec des matériaux de qualité à déménager ou à vider. Et donc, en fait, c'est comme des enfants dans un magasin de bonbons à qui on aurait dit prenez tout ce que vous voulez. Là, on avait juste un gigantesque stock de matières de qualité pour faire des nouveaux aménagements dans un bâtiment de petite échelle. Et donc, on avait vraiment toutes les conditions pour que ça fonctionne. Et le truc génial, c'est que par un concours de circonstances qui sont les joies de la vie ou la chance ou beaucoup de travail, ou les deux, ou les trois, on est aujourd'hui dans le groupement qui va concevoir les aménagements du nouveau musée. Donc on va jouer le match retour et aménager le Palais de la Découverte 2025. Donc on revient au Grand Palais. Moi, j'avais une question. Tout à l'heure, tu nous as parlé des adhérents, ces 300 personnes du secteur culturel. Mais qui sont ces personnes, en fait, qui s'engagent auprès de vous dans Arviva ? Est-ce que c'est des directrices, des directeurs d'institutions ? Est-ce que c'est des artistes ? Quels sont les profils aujourd'hui des gens qui font partie de cet écosystème ? C'est extrêmement varié, c'est-à-dire que depuis le début, on a voulu rendre l'adhésion accessible à qui voulait soutenir Arviva. Alors c'est une adhésion qui est un tarif extrêmement, accessible, puisqu'on est à 20 € l'adhésion à l'année, peu importe la personne, et 70 € pour une structure. Donc on a énormément de personnes qui sont des professionnels, c'est peut-être des artistes, des techniciens, tous les corps de métier. Et quand Morgane parlait d'analyse de cycle de vie, cette question du cycle de vie, elle est extrêmement centrale pour nous aussi, parce qu'en fait, il n'y a pas de responsabilité à un endroit de la chaîne de la création, de la valeur ou du succès d'un spectacle vivant. En fait, c'est à tous les endroits qu'il faut s'adresser. Et il ne s'agit pas uniquement, je parlais des dirigeants et des dirigeantes, il ne s'agit pas que uniquement d'elles et eux. Donc on a évidemment tous les endroits. En général, les personnes qui adhèrent en leur nom propre, c'est pas des dirigeants et des dirigeantes, parce que dans ces cas-là, ils font adhérer leur structure, et dans ces cas-là, leur structure est elle-même adhérente à Arviva. Et le seul présupposé qu'il y a, c'est que nous, on demande aux structures qui adhèrent d'avoir déjà mis en place une stratégie de réduction d'impact et d'avoir déjà une forme de charte en interne, d'avoir déjà mis en place des choses. Le 104 est adhérent, par exemple. Et par ailleurs, on a des réseaux, notamment des fédérations et des syndicats qui adhèrent et avec qui on a un travail qui est un peu autre, sur lequel on essaye de faire plutôt quelque chose qui est de l'ordre d'un travail commun sur redéfinir la question des politiques culturelles et toute cette approche, tout ce changement systémique. C'est-à-dire que d'un côté, on a des acteurs et des actrices du terrain, et tout à l'heure à la table ronde là, sur la question de l'écologie qui était dans le hall, se posait cette question de dire c'est les travailleurs et les travailleuses en fait, qui peuvent prendre en charge les modalités de changement de leur secteur. Je pense que dans le spectacle vivant, parce que vraiment nous on n'est même pas dans l'intégralité de la culture, évidemment que j'ai des ordres d'idées pour les musées, et le musée du Louvre on a un très bel exemple, mais on est vraiment sur une niche, enfin pas tellement une niche, mais sur un endroit très spécifique.
il y a vraiment un objectif de changer nos pratiques parce qu'on le sait, on est dans un milieu qui est absolument pas résilient et qui est pas essentiel. On l'a vu pendant la crise Covid. Donc c'est-à-dire que demain, aujourd'hui, on a une crise de l'énergie. Il y a pas mal d'opéras, de grandes maisons, de musées qui sont obligés de fermer leurs portes, qui sont obligés d'annuler des productions parce qu'elles sont pas capables, en mesure de payer les factures. Il y a eu une crise d'approvisionnement des matériaux qui a aussi énormément impacté les scénographies. Donc en fait, on sait très bien que ça, c'est des éléments qui sont annoncés depuis plus de 50 ans. Et en fait, ça ne va pas aller en réduisant. Donc comment on fait pour s'indépendantiser par rapport à ça et pouvoir perdurer à faire du spectacle vivant dans des conditions sociales, des conditions de créativité qui sont toujours aussi importantes, ou qui restent importantes parce qu'elles sont énormément remises en cause par des questions financières notamment. Mais comment on prend ça en compte dans la manière dont on fait nos métiers? Et pour ça, il faut être très nombreux et très nombreuses autour de la table et en même temps trouver, et là on n'a pas la solution, trouver une bonne manière de faire discuter tous ces gens ensemble en sortant des particularismes, sachant qu'on est dans un milieu qui est extrêmement compétitif, avec une logique du succès qui est complètement à repenser et qui fait qu'on n'a naturellement pas forcément l'habitude, il y a des habitudes de coproduction, etc. qui sont très ancrées, mais ça ne veut pas dire que pour autant on est dans une logique coopérative à 100% quand on met des gens autour de la table et qu'on les met face aux problèmes, quoi. Donc on vit une espèce de transformation radicale du secteur qu'on espère accélérer grâce à ces pratiques. Ouais, et il y a toujours au cœur vraiment le fait qu'on soit des professionnels issus du spectacle qui est fondé la sauce, a un ADN qui est très particulier, parce que ça veut dire qu'on est quand même des fervents et des ferventes défenseuses de la diversité, de l'accessibilité de création, de l'accessibilité au public, de la diversité des formats, et qu'on n'a pas de dogmatisme sur le fait de se dire c'est super, maintenant on va plus qu'aller jouer dans notre jardin, voilà, comme ça on n'aura pas d'impact, ni même l'idée de se dire c'est super, on va arrêter de faire du spectacle parce que ça a de l'impact et que c'est accessoire, etc. Donc il y a vraiment aussi cette idée-là de mettre autour de la table les raisons, les valeurs vraiment extrêmement importantes pour lesquelles on a fait ces métiers-là initialement et de les revisiter et de les rendre conformes à des objectifs qui sont de soutenabilité, qui sont absolument importants et imminents, qu'on le pense à un titre moral comme c'est mon cas, ou que de toute manière on soit hyper rationnel par rapport aux faits scientifiques qu'on nous rappelle extrêmement régulièrement et qu'on commence à peine à entendre depuis quelques années. Quand on parle de réemploi dans le bâtiment, je sais que tu parles beaucoup de résistance et de questions juridiques et assurantielles. Moi, j'avais pas du tout ça en tête. Pourquoi est-ce que c'est simple aujourd'hui de faire du réemploi dans le bâtiment? Si t'as un bon BE, c'est pas très compliqué. BE, bureau d'études. Non, c'est compliqué quand on est mal accompagné. Il y a de plus en plus de structures comme la nôtre qui développent des compétences, des expertises, j'aime pas du tout ce terme, mais qui se dédient à ce travail-là. Et puis plein de compétences annexes, notamment des juristes qui travaillent sur ces sujets. Donc aujourd'hui, en France, en Europe, il y a les compétences pour résoudre les problèmes. Le cadre réglementaire est initialement pas très adapté. Il faut savoir que le secteur du bâtiment, il y en a qui vont peut-être s'endormir, mais c'est le secteur le plus normé en France. Et en même temps, il y a ce paradoxe, c'est que il n'y a que 1% des normes qui ont un caractère obligatoire au sens réglementaire du terme, donc qui sont imposées par le droit français, qui sont principalement des normes liées à la sécurité incendie et à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, ce qui sont plutôt intéressants. Le principe, c'est que quand on construit un bâtiment, s'il crame, il n'y a pas de mort et que les personnes à mobilité réduite puissent sortir. Donc ces normes-là, je pense qu'il ne faut pas trop discuter leur légitimité. Et il y a les 99% restants qui nous sont imposés contractuellement, notamment par nos contrats d'assurance respectifs du côté des propriétaires et du côté des concepteurs. Et ça, par définition, un contrat, c'est une chose qui se discute. Si j'ai pas envie de signer un contrat avec toi parce qu'il me convient pas, on en discute jusqu'à trouver un point d'accord. Alors, c'est vrai que quand on négocie avec un assureur, on négocie avec quelqu'un qui est quand même mieux positionné pour avoir le dernier mot. Et en même temps, lui, il est dépendant économiquement des gens qui cotisent chez lui, donc il y a des possibilités. Et puis surtout, le marché évolue et les assureurs, comme tout acteur commercial privé, a besoin d'adapter ses services et ses prestations au marché et donc le cadre est en train d'évoluer. Il y a ça, et puis il y a aussi le législateur qui se dit ce sont des pratiques intéressantes,
comment est-ce qu'on peut les soutenir. Et donc ça, il y a une infinité de manières de le faire, mais notamment des réformes sur les modalités de traçabilité, d'estimation des volumes de déchets produits par le secteur, et ainsi de suite. Bon, plein de choses incitatives. S'il y a des questions techniques, j'y répondrai avec plaisir, mais je ne sais pas si ça intéresse grand monde dans la pièce. Mais voilà, donc la direction est très positive. Est-ce qu'on va assez vite? Je ne sais pas. J'ai eu une fois un étudiant qui m'a demandé dans une table ronde comme ça, j'anticipe la question, ça évitera qu'on me la pose 2 fois, est-ce que vous êtes à l'échelle du problème? Et clairement, non, nous, on est 7 chez Remix aujourd'hui. On n'est pas à l'échelle de la production de déchets d'un secteur du bâtiment qui produit 240 millions de tonnes par an. D'ailleurs, il y a un gros paradoxe là-dedans, c'est que s'approcher de l'échelle, ça veut dire croissance, et le problème vient de la croissance. Et j'ai pas de réponse à ce paradoxe-là, mais voilà. Merci. Sur le spectacle vivant, sur les freins que rencontrent ces équipes à mener en fait ces démarches collaboratives, est-ce que vous avez déjà, au sein de l'association avec les membres, est-ce qu'il y a des choses que vous avez identifiées comme des éléments, comme on l'a vu ici, plutôt les aspects juridiques et assurantiels? Est-ce qu'il y a des éléments particuliers qui freinent en fait une démarche ou au contraire? Il y a une démarche concurrentielle qui est extrêmement forte, et c'est-à-dire que celles et ceux qui s'en sortent plutôt par le haut, je pense notamment à certaines parties des musiques actuelles, des artistes. En fait, il y a une question de modèle du succès qui est très questionnable, et quand on est tout en haut du succès, en fait, on n'a pas tellement intérêt, on n'a pas l'impression qu'on a intérêt à coopérer, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, en fait, moi, dans tous les cas, je survivrai. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on met tout en question, c'est-à-dire quand on parle de diversité culturelle et de diversité de création artistique, l'idée, c'est de se dire que le but, c'est pas qu'il y ait uniquement Beyoncé dans 15 ans qui soit encore capable de faire ces choses, c'est que vraiment plein de spectacles qui existent et qui ne drainent pas énormément de spectateurs et spectatrices aient quand même le droit d'exister en tant que tel. La question n'est pas celle de pouvoir juste garantir l'existence de spectacles parce qu'un public nombreux voudrait venir le voir. Donc dans les freins, il y a pas mal de choses. Il y a des freins juridiques, très concrètement. On peut parler, pour donner un exemple, du réemploi de matériaux sur de la scénographie. C'est des choses qui sont régies par le droit, le droit d'artiste, la propriété intellectuelle, et donc c'est pas aussi facile que ça de dire je vais réutiliser le décor qui a été fait par une telle ou un tel sur mon propre décor, parce qu'en fait c'est une atteinte à la création artistique. Donc comment on réfléchit ces choses-là, à partir de quand on considère que des choses sont suffisamment bien démontées pour être réutilisées. Il y a des freins financiers qui sont énormes. On sait qu'on est un secteur qui a toujours eu des difficultés à faire, en tout cas qui rêve toujours plus grand que c'est peut-être pas la bonne manière de le dire, mais en tout cas qui a toujours eu du mal à financer l'intégralité de ses activités. Donc on a tous en tête et tout en tête des logiques budgétaires avant tout. Et d'ailleurs c'est une des choses sur lesquelles moi je plaide énormément, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, quand on est professionnel dans le spectacle, on a tous des ordres de grandeur sur combien ça coûte, comment on fait pour mener quelque chose, pourquoi on ne se formerait pas à avoir des ordres de grandeur aussi en termes d'impact. Et puis, il y a vraiment la question de cette survie pour certains et certaines. C'est-à-dire qu'il y a encore 2 jours, on était en train d'intervenir devant des jeunes artistes au tout début de leur carrière. En fait, c'est horrible. On ne peut pas leur dire refusez une date isolée si vous avez une date à New York qui est toute seule. En fait, ce n'est pas possible. Ils sont au tout début de leur carrière. C'est-à-dire que elles et eux aussi ont envie d'avoir la logique du succès, le succès tel qu'on l'entend aujourd'hui. Et je vais peut-être juste un tout petit peu définir là ce qu'on remet en cause de ce point de vue-là, c'est qu'aujourd'hui, un artiste qui a du succès, c'est un artiste qui réunit des foules de plus en plus importantes sur des scénographies, des spectacles qui sont de plus en plus spectaculaires en termes de taille et d'échelle, et puis qui vont tourner de plus en plus loin, quoi. Donc en fait, cette logique-là de se dire une création artistique est qualitative uniquement si elle est très très grande, si elle ramène beaucoup de monde et si elle se diffuse très très loin, c'est absolument pas soutenable en fait. Et donc ça pose une question qui est même presque plus philosophique, de se dire à partir de quand on considère qu'une création artistique vaut la peine d'exister. Ça, c'est une question qui est beaucoup plus large que la question de l'écologie, en fait, et qui, pour moi, la réponse est tout devrait pouvoir exister. Et aujourd'hui, les freins, ils sont financiers, demain, ils seront écologiques, donc comment on fait autour de ça, quoi. Tu soulèves une intervention qu'on a faite là cette semaine. Moi, je t'avoue que j'étais un peu surprise, parce que pour moi, la résistance par rapport à cette transformation écologique, elle vient plutôt
de personnes qui sont peut-être plus de ma génération. Et je m'attendais, c'était, je sais pas, une espèce de projection, un espoir aussi, de me dire que chez les jeunes, et notamment chez les jeunes artistes, c'est pas une question en fait. Moi, j'ai le sentiment, en tout cas, que chez les jeunes professionnels de la culture, et tu diras ce que tu en penses aussi chez les jeunes architectes, urbanisme, ingénieurs et ingénieuses, mais j'avais vraiment cette sensation que ces questions-là étaient pas un sujet, que c'était complètement intégré. Et j'ai été choquée, en fait, parce que c'était des gens charmants. Hein. On a parlé de plein de choses, mais en fait, c'était pas un sujet pour eux. Et ils l'ont vu plutôt sur le côté, faut bien qu'on se débrouille. Nous, on n'a pas d'argent, donc on va acheter des choses chez Emmaüs, etc. Mais c'était pas quelque chose qui était pensé. Enfin, je sais pas. Ouais, complètement. Et ça, c'est peut-être l'autre versant de la question de pourquoi s'adresser à la question de l'écologie dans le spectacle et plus largement dans la culture. C'est-à-dire que c'est-à-dire quand on a fait un tour de table avec les étudiants et étudiantes en leur disant, c'est pas des étudiants, je crois qu'ils sont lauréats d'une bourse, en leur disant, c'est quoi votre rapport à l'écologie dans votre création? Et en fait, la plupart disaient, il y en avait un qui a dit, moi, je suis végane, mais par contre, dans ma vie pro, ça n'a rien à voir. J'ai pas du tout envie de mêler le pro et le perso, donc je vais pas mettre de l'écologie dans ma vie pro. C'était très étonnant. Et après, il y avait choquée. Non, mais moi j'étais très étonnée aussi. Et il y avait beaucoup cette question en fait, vu qu'on n'a pas beaucoup d'argent, de fait, on achète à pas cher, et donc c'est plus de la sobriété, c'est de la précarité en quelque sorte, quoi. C'est-à-dire que c'est facile d'être sobre quand on n'a pas les moyens pour acheter des trucs plus grands. Et en fait, sur ce sujet-là, j'ai perdu la question. Oui, la question, c'est de se dire, est-ce que, en fait, c'est cette prise de conscience, en fait, quand tu parles de sensibilisation du secteur à cette transformation, en fait, ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, il faut donner une perspective et montrer ses impacts. Mais moi, j'étais étonnée. Je pensais que c'était une question de génération, que les jeunes générations étaient davantage, plus concernées par le sujet, et pas forcément, en fait. Oui, et en fait, je sais pas du tout si c'est le cas. J'ai eu, il y a 3 semaines, une conférence devant des boomers, littéralement, qui me disaient c'est pas à nous de faire les choses. Et en plus, j'étais à côté de moi avec une artiste de renom qui a eu plusieurs victoires de la musique, etc., et qui leur disait là c'est quand même vachement compliqué. Donc autant vous dire qu'à côté, moi j'étais la Greta Thunberg qui venait les emmerder en leur disant peut-être qu'il faudrait que vous pensiez aux impacts, alors qu'il y avait l'artiste qui disait non mais vraiment on peut pas se poser cette question-là finalement, est-ce que c'est pas total de se la poser? Et en fait il y a vraiment un enjeu pour le spectacle et pour la culture dans la question de la création. Alors j'aime pas tellement ce mot des imaginaires, mais en fait de changer nos modes de vie. Et aujourd'hui, on sait qu'on est extrêmement inspiré par les consommations culturelles et de manière générale par les loisirs qu'on a. Et donc c'est aussi pour ça que la question du travail, du temps de travail, elle est absolument centrale. C'est comment on laisse du temps pour avoir avoir le temps d'avoir des loisirs qui sont aussi d'aller au spectacle. Et ça, dans les propos qu'on porte, l'idée n'est pas de dire tout le monde devrait parler des oiseaux dans ses prochaines créations sur le spectacle, mais comment on permet à ces projets. Il y a par exemple un réseau qui s'appelle Armodo, qui est un réseau d'art en mode doux, qui sont uniquement des personnes qui se déplacent en bateau à voile, en vélo, etc., qui font des choses incroyables. Idem, il y a plein de créations qui prennent au cœur la question de l'eau, la question de la biodiversité. Et en fait, c'est vraiment cette idée de ne pas penser l'écologie comme une contrainte, qui était finalement la réponse qu'on a eu beaucoup de ces lauréats et lauréates qui en fait disent moi c'est une contrainte supplémentaire, j'ai un peu du mal à la gérer, mais plutôt comme une opportunité et comme une innovation, de se dire c'est un champ des possibles qui s'ouvre, de réfléchir autrement et justement de sortir il faut que ce soit dans les 2 heures de temps, que ce soit fait de telle manière et uniquement dans tel système et tel modèle économique qui existe aujourd'hui, quoi. Oui, je te rejoins vraiment là en parlant de l'exposition Circulation. Il y a des très belles séries de photographies qui abordent ces sujets-là d'une façon extrêmement sensible. Je retourne la question à Morgane. Toi, quelle est ta perception chez les jeunes générations d'architectes, d'urbanistes sur ces questions-là de réemploi dans le secteur du bâtiment et dans la culture plus généralement? Déjà, pour répondre à cette question, commencer par dire comment on les rencontre, quelle relation on a avec eux. Donc nous, il y a 3 moyens principaux. Il y a quand on enseigne, mais c'est très ponctuel. Moi, je dois donner 5 ou 10 jours de cours dans l'année. Après, on a beaucoup de demandes d'étudiants qui écrivent des mémoires, qui nous contactent. Donc historiquement, on les accueillait individuellement. Je dis historiquement, la boîte a 3 ans, mais au début, on les accueillait individuellement, puis on avait de plus en plus de demandes. Donc on fait une masterclass par mois, qui est un temps d'échange privilégié avec un petit groupe, en général de 3 à 5 étudiants et étudiantes. Et puis on accueille aussi des stagiaires et qui sont aussi des gens qui sont étudiants. Donc ça, c'est les interfaces qu'on a avec eux.
Et puis pendant les conférences aussi. Et moi, j'ai quand même un grand espoir. J'ai l'impression qu'on est la dernière génération à pouvoir cramer du pétrole et prendre des avions et vivre avec plein d'or et dans l'opulence, en fait. Et qu'on n'est pas encore dans une action réelle. Et on imagine encore qu'on pourra changer le modèle par ce qu'on appelle la transition écologique ou autre. Et à mon avis, il y a deux modèles de changement. Il y a le modèle de transition et puis la rupture. Et probablement, notre génération, peut-être on échappera à la rupture, ou je sais pas, j'espère qu'on verra la rupture. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la génération qui vient, ce qui est certain, ce que j'imagine, c'est que la génération qui vient connaîtra une rupture un peu plus violente et qu'elle aura besoin de s'adapter. Alors ce qui est bien, c'est que la définition de l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation, que l'être humain a à la fois fait preuve d'une grande débilité et d'une grande capacité d'adaptation face à plein de situations qu'il a connues dans son histoire, que Sapiens a connues dans son histoire. Et quand même, quand on interagit avec les étudiants aujourd'hui, moi j'ai beaucoup d'espoir parce que leur niveau de conscience de la problématique environnementale est très élevée et surtout leur compréhension technique des sujets. Et moi, pour m'être attaqué au sujet du réemploi quand j'étais encore étudiant, parce que j'ai commencé avec un stage puis un mémoire de master, quand j'échange avec les étudiants aujourd'hui et qu'ils nous posent des questions, on se dit « Waouh, moi, au moment où j'étais avancé dans mes études comme eux, j'étais loin de me poser les questions qui se posent aujourd'hui, qui sont souvent des questions techniques, très opérationnelles. » Et en fait, ces étudiants-là, c'est d'abord des futurs professionnels qui vont pouvoir probablement inventer le monde de demain ou fabriquer le monde de demain. Et donc, s'il y a un peu d'espoir là-dedans, c'est probablement... Et c'est facile parce que c'est aussi peut-être repousser le problème. On a toujours dit, c'est le... Enfin, en disant j'ai beaucoup d'espoir dedans, c'est aussi dire c'est les générations futures qui résoudront le problème et on peut continuer à prendre l'avion. C'est pas du tout mon propos. On essaye d'inventer aujourd'hui. Moi, mon sentiment, c'est quand même que notre métier, c'est d'inventer aujourd'hui le modèle qui permettra demain de continuer à héberger les activités humaines dans un monde post-pétrole. En fait, si on dit les choses un peu précisément. Donc, utiliser la matière qui est déjà présente sur le territoire, c'est d'abord arrêter de déplacer de la matière, arrêter de fabriquer de la matière neuve, arrêter d'extraire de la matière. Et ça, c'est ce qu'il va falloir nécessairement qu'on sache faire le jour où on n'aura plus la capacité matérielle de déplacer de la matière sur des grandes distances ou d'extraire de la matière de manière complexe et autres. Et les étudiants aujourd'hui, les jeunes, si je puis dire ça, même si je me sens encore faire partie de cette bande-là, ils ont un niveau de conscience du sujet qui est très avancé, de mon point de vue. Et surtout, ils n'observent pas le truc comme une option, mais ils savent qu'il n'y a plus d'options et qu'il va falloir inventer des choses et probablement un nouveau modèle culturel, des nouveaux imaginaires qui soient opérants et qui nous permettent de limiter l'impact de ce changement sur nos vies quotidiennes et de continuer à vivre d'une manière qui soit sympathique, si on peut dire ça. Je voulais reposer une question à Solveig sur les membres du collectif, mais de l'association Arviva. Est-ce qu'il y a des pratiques culturelles qui sont pertinentes, intéressantes, des exemples que tu souhaiterais partager sur des lieux? Alors, ce qui est intéressant en plus, c'est que votre association, vous êtes partout en France, en fait. Les 300 adhérents, ils sont situés dans plein de communes différentes. Est-ce qu'il y a des choses comme ça pour être sur une note d'espoir? On parle de la culture d'aujourd'hui, celle de demain, mais est-ce qu'il y a des exemples inspirants comme ça? Ouais, c'est assez facile. En fait, nous, on a un programme qui s'appelle les Tremplins pour l'initiative durable, donc sur lequel on finance des projets. Donc la première édition était l'année dernière et on a financé 4 projets. Alors j'oublie systématiquement les noms, mais je vais essayer vraiment d'y faire. Il y a le collectif FIO qui a écrit un opéra qui s'appelle Xintia, qui est donc quelque chose qui se développe dans des très grandes formes et qui interroge toute la question du cycle de l'eau et qui est fait de manière extrêmement didactique et d'une manière scientifique, mais qui est très très bien fait. Il y a la compagnie Mange Nuages qui fait de l'acrobatie sur un voilier et c'est incroyablement beau, qui se déplace uniquement en voilier, donc qui ne va faire des dates que dans des zones où il y a donc des ports ou en tout cas des zones d'amarrage et qui fait de l'acrobatie sur un voilier. C'est vraiment extrêmement beau. Comme quoi d'ailleurs la question n'est pas juste de traiter, de se dire il faut que dans mon projet je traite la question des oiseaux. Vraiment des fois c'est vraiment plus profond que ça. On a le collectif Slowfest qui est un collectif qui est implanté en région nantaise, qui fait uniquement des tournées à vélo.
et donc à repenser tout son système économique autour de ça, parce qu'on le sait, quand on veut voyager en train, faire voyager des groupes de personnes en train ou en vélo, ça ralentit énormément le temps, donc ça veut dire prendre en charge des coûts supplémentaires pour payer les personnes, les artistes sur les durées supplémentaires, pour les héberger, et donc c'est des coûts ils ont uniquement ce modèle-là. Et le quatrième, qui m'en voudra probablement jusqu'à vie, que j'ai oublié, et j'en suis désolée. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment énormément de choses. Le but d'Arviva, c'est pas, on a énormément d'adhérents, donc on a du mal à mettre en lumière certains ou certaines. Comme tu dis, on a des adhérents et adhérentes dans toutes les régions en France métropolitaine. On a une adhérente à La Réunion qui a adhéré la semaine dernière et qui est ma plus grande fierté à ce jour, parce que c'est des problématiques qui sont d'isolation, qui sont encore plus complexes. C'est-à-dire que, évidemment, parler de la question des vols ou de la mobilité en avion quand on est en Outre-mer, ça n'a rien à voir avec se dire il faudrait peut-être que j'arrête de faire Paris-Berlin en train pour aller jouer à la Fillard de Paris et la Fillard de Berlin. Oui, on est un réseau national et là on réfléchit d'ailleurs à un déploiement territorial parce que la question de la mutualisation, notamment de décors, d'outils, de ressources, elle peut se faire qu'à une échelle régionale et c'est un nouveau défi, en tout cas pour Arviva, de se dire que ça peut pas uniquement se jouer avec, on est 6 personnes à Paris, au 104, dans ce merveilleux lieu, qui vont régler les problèmes de ce qui se passe à la Coursive-Boutarique en Bourgogne-Franche-Comté sur comment ils vont faire pour partager leurs projecteurs, quoi, très concrètement. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque d'essoufflement, parce que quand on se dit il y a tellement de champs d'action en fait dans la culture, on peut agir sur les imaginaires par le propos. Il y a tellement de sujets à adresser. On sait qu'il y a la question du numérique responsable. En fait, il y a énormément de choses à penser. Comment rester motivé et engagé sur ces sujets ? Honnêtement, si j'avais la réponse, je serais un peu moins fatiguée qu'aujourd'hui probablement. Non, il y a quand même quelque chose qui est important et sur lequel nous on travaille aujourd'hui à Arviva, c'est la question de centrer ses efforts. En fait, quand on a créé Arviva, on s'est mis à un endroit où il y avait personne qui adressait ces questions-là et donc très vite on a une institutionnalisation de la part des tutelles, que ce soit auprès des ministères, des régions, etc., qui est problématique parce qu'en fait du coup on s'arrive à traiter absolument tous les sujets en même temps. Et donc il y a aussi le fait d'être dans un champ d'expertise très précis permet de rester motivé en se disant bon c'est à cet endroit-là et avoir confiance dans le fait que d'autres vont se charger du reste. Et c'est aussi pour ça que pour moi en tant que professionnel du spectacle, évidemment je peux aller militer, essayer d'aller travailler pour Greenpeace parce que aujourd'hui mon engagement écologique il est extrêmement fort. Mais en fait là où j'ai le plus de sens c'est là où l'ensemble de mes compétences se réunissent. Et donc je pense que vraiment c'est important de rester focalisé sur un petit endroit. C'est pas du tout la perspective du colibri, mais plutôt au lieu de se dire je vais pouvoir tout changer et je vais m'adresser à tout en même temps, peut-être arriver à renoncer et à se recentrer sur quelque chose et à le faire en ralentissant. C'est-à-dire qu'on a beau être en train d'essayer de sauver la planète, il faut aussi le faire dans des conditions personnelles qui sont acceptables et des conditions de travail qui sont souhaitables. Donc l'idée n'est pas de retrouver dans un espèce de surenchérissement et de burn-out, de travailler encore plus parce qu'on y va pour soigner la planète. Il faut que collectivement il y ait un enjeu de ce point de vue-là, quoi. Tu voulais réagir ? J'ai envie aussi de répondre à cette question parce que moi j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. C'est ce qui est terrifiant, ce qui essouffle et ce qui fait qu'on abandonne, c'est quand on s'ennuie. Et là, la profusion de problématiques, l'échelle du problème, c'est l'inverse. C'est hyper excitant. C'est-à-dire probablement, j'ai le temps d'aller au bout de ma vie, d'être à la retraite à 64 ans ou après, et de pas m'emmerder dans mon travail parce qu'il y aura toujours des problèmes à résoudre. Et c'est Mies van der Rohe, que je cite rarement, parce que je cite rarement le mouvement moderne, mais qui disait c'est lequel votre projet préféré, et quand on lui demandait c'est lequel votre projet préféré, il disait le prochain. Et moi, c'est clairement ça. C'est la raison pour laquelle on se lève le matin, tous dans l'équipe je pense, mais moi en tout cas, c'est que je sais qu'on a des nouveaux trucs à apprendre, des choses qu'on ne sait pas encore faire, des problèmes qu'il faut encore résoudre. Et c'est l'objectif de la journée de demain, enfin de lundi, parce que demain je ne sais pas si je résoudrai beaucoup de problèmes, de lundi, puis de celle de mardi, et probablement dans des années encore. Donc c'est un peu l'inverse. J'ai l'impression que le coureur il s'arrête quand il en a marre de courir, mais parce qu'il n'y a plus de paysage à découvrir au-delà ou autre. Et en fait tu continues à faire ce truc-là quand ouais, peut-être ça s'appelle la passion, je sais pas, mais tant que le problème n'est pas résolu, et vu que probablement on le résoudra pas, on a de quoi s'occuper, quoi. Et j'avais une question par rapport au grand public. Est-ce qu'aujourd'hui,
les gens sont sensibles à des bâtiments qui ont été en réemploi? Est-ce que c'est visible? Est-ce que c'est tangible? Est-ce que c'est perceptible? Est-ce que c'est communiqué? Comment en fait les personnes se disent tiens, je suis dans un lieu dont les murs ont été construits avec les briques d'une ancienne fabrique qui était là? Est-ce que c'est quelque chose qu'on arrive à quantifier, qu'on arrive à mesurer? Et voilà. Alors, pas tellement bien, parce que ça pourrait exister si nos clients étaient les usagers finaux des bâtiments. Et pour le coup, nous, il y a l'échelle des opérations sur lesquelles on travaille, qui sont beaucoup de projets publics ou privés de très grandes échelles, enfin de moyennes grandes échelles. En général, notre client n'est pas l'usager final, n'est pas l'occupant final. Donc c'est ou un promoteur ou un bailleur. Parfois quand même des entreprises privées qui occuperont les locaux. Mais c'est vrai qu'on a assez peu ce truc-là. Donc c'est probablement quelque chose à pousser. Mais c'est vrai qu'il y a peu d'arguments. Et après, on réfléchit aujourd'hui avec certains bailleurs, notamment sociaux. Alors, deux choses. Les bailleurs sociaux sur l'acceptabilité du fait de mettre des matériaux de réemploi dans des logements sociaux. Et avec le risque que les occupants disent, pour le dire de manière péjorative, mais au moins on va comprendre le concept, c'est toujours aux pauvres qu'on refile les trucs d'occasion. Et à l'inverse, dans du logement privé de promotion classique, de vendre à des gens qui ont des moyens financiers relativement importants des matériaux d'occasion, alors que finalement la norme du beau ou du propre ça reste le neuf. Et ça, c'est une grande question. Mais de la même manière qu'on se pose plus la question d'acheter, enfin si moi je me pose la question puisque j'en achète pas, mais d'acheter des automobiles d'occasion, probablement dans quelques années on se posera plus la question d'avoir des matériaux d'occasion. Oh, exactement, ouais. Mais une fois de plus, en fait, je pense que ce qu'on a peut-être pas défini depuis qu'on discute tout à l'heure, c'est de différencier la culture au sens d'une vision commune partagée par un groupe d'individus de la culture, institution culturelle. Et finalement, on parlait d'imaginaire tout à l'heure, mon sentiment c'est qu'on doit changer la culture dominante. Et il y a aussi ce truc très important qui est la question de la domination, qu'il faut redire et qui résonne avec un certain nombre de discussions qui ont lieu aujourd'hui ici. La manière dont la culture dominante considère un ensemble de choses, mais notamment qu'on peut détruire l'environnement et que c'est pas grave, qu'on peut prendre l'avion et que c'est normal, enfin sur des très grandes ou courtes distances, mais en tout cas enfin c'est un débat plus large sur le capitalisme et tralala, mais en gros ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, c'est raconter une histoire, se raconter collectivement une histoire et adopter une nouvelle culture dans laquelle ce qui est désirable et ce dans lequel on a envie de mettre notre énergie, notre argent et notre pouvoir de décision, c'est des choses qui sont très impactantes sur notre environnement. Et il faut peut-être que les ultra riches arrêtent d'être le modèle dominant de réussite et raconter un nouveau modèle de réussite qui peut être un modèle plus modeste, qui peut être un modèle qui passe moins par la consommation, mais qui passe peut-être par, je sais pas, un retour des rapports interpersonnels ou de la valorisation des rapports interpersonnels. Ce qui a, enfin bref, on pourrait développer des heures là-dessus, mais à mon avis, il y a quelque chose de clé là-dedans, dans la culture au sens de l'histoire commune, de la représentation bien sûr, et de la domination. Je vous regarde pour savoir si on a... Ouais, on voulait beaucoup aussi échanger avec vous sur votre perception, mais je pense que c'est quelque chose qui rejoint aussi bien Solveig que Morgane, cette question de la transformation des imaginaires par la culture, de la culture en général, de notre rapport aussi par rapport à ces questions écologiques. Peut-être que j'aimerais aussi vous entendre, savoir ce que vous pensez finalement du pouvoir de transformation de la culture sur ces questions-là, sur vos perceptions en tant que peut-être vous venez voir des expositions, vous venez voir des pièces de théâtre, peut-être de la danse. Est-ce que vous êtes sensible à ce sujet-là? Est-ce que vous... Voilà, j'ouvre la possibilité à l'échange avec vous et avec Solveig et Morgane. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Splendide. On peut attendre, hein, mais... Oui, merci. Merci beaucoup.
Bravo. Bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Très bien. Effectivement, je pense qu'on est tous, si on est présent ici, on est tous sensibles à cette question-là de la transitionnalité de la culture. Moi, je crois qu'il faut aussi faire vachement attention et vous l'avez développé tout à l'heure, à la liberté de création et à la diversité culturelle. Parce que, moi, je travaille pas dans le spectacle vivant, je travaille dans le cinéma, et donc j'ai une autre expérience que la vôtre. Mais actuellement, dans le cinéma, il y a le Centre national du cinéma qui a décidé d'ajouter une éco-conditionnalité à l'obtention de certaines aides, qui passe donc par la nécessité de faire un bilan carbone des tournages qu'on va faire. Moi, je vois un peu déjà quelques limites que peuvent avoir ce système, notamment sur le fait de pouvoir montrer que certains films, notamment ceux qui rencontrent peu de spectateurs, vont énormément polluer, et de pouvoir mettre en fait en concurrence plusieurs films les uns avec les autres, et donc de manière générale aussi petit à petit de favoriser le discours qui dit qu'il y a trop de films, mais j'imagine qu'il y ait le même discours aussi dans le spectacle vivant ou dans d'autres milieux culturels. Donc je crois qu'effectivement il faut penser cette transitionnalité, mais en ayant bien en tête aussi cette nécessité qu'on a, nous créateurs, et puis nous à l'échelle de la société, quoi. Ouais. Ouais, j'ai l'impression sur la question de l'éco-conditionnalité, c'est-à-dire en effet conditionner des aides à un bilan carbone très concrètement. Alors le CNC, on pu le mettre en place très rapidement parce qu'il y a énormément d'aides qui passent par le CNC, donc le Centre national de cinématographie, avec un budget standardisé. Donc c'est un bilan carbone qui est fait immédiatement à partir du budget, très facile à prendre en main, qui a énormément de défauts par ailleurs. Dans la culture, c'est un sujet qui est extrêmement brûlant. Dans le spectacle vivant, on n'a pas trop l'habitude d'avoir un budget comme ça qui est standardisé, qui passerait que par une seule entrée. Donc tant mieux, ça nous force un peu à réfléchir autrement. Surtout que la question du carbone n'est pas du tout la seule à prendre en compte. Nous, par exemple, dans l'outil qu'on a développé et qui, a priori, intéresse pas mal de tutelles quand même pour être utilisé. Alors dans un premier temps, juste à des fins pédagogiques, c'est-à-dire que le chiffre à la fin n'a pas d'importance. La question, c'est juste d'être allé se poser la question de ces différents impacts, d'avoir fait un audit à l'intérieur sur des questions carbone, biodiversité et ressources. C'est déjà une première étape. Et en fait, pour le moment, on n'a pas trouvé de manière extrêmement satisfaisante. Notamment, il y a déjà des bilans, quand je disais on n'a pas d'impact de mesure, c'est en partie faux. Il y a de plus en plus de festivals, de lieux, etc., qui donnent du tonnage en CO2 par spectateur ou par spectatrice. Ce qui, pour nous, n'a aucun sens. C'est-à-dire, en fait, si vous avez beaucoup de monde, vous allez diviser par le nombre de spectateurs, alors qu'en fait, est-ce que c'est à ça que ça se mesure? Est-ce que c'est en divisant par le nombre de personnes? Est-ce que c'est ça l'impact social, etc. Et en fait, c'est une question qui est vraiment très complexe, sur laquelle nous, on planche depuis déjà plus de 2 ans, et sur laquelle la formation est un des premiers enjeux. On l'a vu notamment sur la question des violences et du harcèlement sexiste et sexuel l'année dernière, notamment au Centre national de la musique, qui a mis en place l'obligation pour toutes les personnes qui déposent un dossier de subventionnement d'avoir suivi une formation aux violences sexistes et sexuelles. C'était une sensibilisation puisque c'était une demi-journée. Mais en fait, c'est plutôt sur ça qu'aujourd'hui, nous, on plaide en se disant... En fait, avant de commencer à faire le bâton, il faut commencer déjà à former en faisant en sorte que les gens suivent ça. Et c'est des choses aussi très concrètes qui se montrent dans les pays anglo-saxons, qui ont énormément d'avance sur la question du spectacle vivant. Alors, par exemple, en Angleterre, Julie's Bicycle, qui est une charity qui s'est construite en 2008, qui a fait en gros pas le travail que fait Arviva, mais en partie. Charité, c'est une association, c'est ça, Charity? Oui, c'est une association, ouais. Avec un fonctionnement qui est un peu différent parce qu'évidemment la place des pouvoirs publics n'est pas du tout la même dans les associations. Et en fait, qui ont commencé à travailler là-dessus, et notamment un organisme qui, pareil, dépend de ce qu'on appellerait le ministère de la Culture en Écosse, qui s'appelle Creative Carbon Scotland. En fait, ont prouvé qu'en formant massivement, ils ont déjà réduit de 2/3 les impacts de leur secteur, dans le secteur du spectacle et du cinéma. C'est-à-dire que même rien qu'en mettant des personnes informées, alors ça fait pas tout, mais en rabâchant des chiffres scientifiques, en montrant en faisant en sorte que les sceptiques n'en soient plus, ça va permettre déjà d'avancer bien avant de dire en fait à partir de maintenant
pour tel type de spectacle, ce sera X tonnes ou X impact, etc. Et sachant qu'on le sait très bien, dans la création artistique, les projets ne sont pas comparables entre eux. Il n'y a pas de question de se dire deux projets peuvent être équivalents et être... Donc ça demande aussi de former énormément les agents et les agentes qui décident du subventionnement ou pas. Donc il y a pas mal de travail de ce point de vue-là, et la formation est un énorme levier qui, je pense, est partagé par toutes les personnes qui travaillent un peu dans ce milieu-là, quoi. Et par rapport à l'audiovisuel, je voulais citer Ecoprod aussi, je ne sais pas si vous les connaissez, qui font, c'est pas forcément le même champ d'action que vous, mais vous avez pas mal de pratiques communes. Effectivement, quand on parlait tout à l'heure de la culture, une transformation de la culture, c'est en sensibilisant, peut-être pas en interdisant, en sanctionnant, qu'on a envie d'y aller positivement. Il est trop tard pour ne rien faire, il faut y aller, mais de façon positive. Je crois que c'est essentiel. Ouais. En tout cas, la contrainte, certains et certaines quand même défendent qu'il va falloir l'avoir. C'est-à-dire, ça pose la question de nous être capables de s'auto-contraindre, de se dire, je vais renoncer à faire ci parce que ça a un impact trop important. Aujourd'hui, c'est aussi pour ça que côté Arviva, nous, on a envie de travailler avec des gens qui sont engagés, pas essayer de mettre autour de la table tout le monde en essayant de les convaincre, etc. La question n'est pas de discuter avec ceux-là de comment on va faire pour faire avancer les choses. L'idée est de partir déjà avec des personnes qui ont déjà commencé à mettre en place une forme de renoncement dans leur profession, dans leur manière de diffuser, de créer, et un renoncement qui leur semble tellement important que ça ne devient pas une contrainte, mais même un présupposé à la création. Et c'est à cet endroit-là qu'aujourd'hui, nous, on se situe, mais évidemment qu'à un moment, il va y avoir de la contrainte. Après, la question de l'éco-conditionnalité, elle est beaucoup plus complexe que juste dire donnez-moi un chiffre et je vous dis si vous avez le droit à la somme ou pas, quoi. Oui, parce que aussi la difficulté, mais tu en parlais, c'était la difficulté de la mesure. Aujourd'hui, on a presque plein d'outils de mesure, et finalement, comment comparer des éléments qui sont parfois difficilement comparables, quoi. Ouais, et puis demander aux gens de mesurer dans des équipes qui sont déjà surchargées de travail, et leur demander d'ajouter par-dessus ça de la compétence en calcul carbone, comme le disait Morgane, il y a 9 limites planétaires. La question du climat, c'en est une parmi les 9. C'est-à-dire que vraiment, on ne peut pas se limiter uniquement à la question du carbone. C'est un sujet qui est extrêmement central, le climat, mais qui ne fait pas tout. La préservation des biodiversités, la préservation des quantités d'eau accessible et plein d'autres choses, la couche d'ozone, etc. C'est des sujets sur lesquels il faut qu'on monte en compétences, et c'est aussi à cet endroit-là que la formation, elle est absolument centrale, c'est-à-dire comment collectivement on augmente nos capacités à appréhender ces problèmes-là, qui sont pas des problèmes simples et qui se résolvent pas en disant c'est facile, je vais vous mettre une petite truc, on claque dans les doigts et c'est réglé. C'est extrêmement divers, extrêmement complexe, et il faut qu'on soit capable d'appliquer ça dans nos structures, dans nos vies, sans aucune guide de bonne pratique de ça c'est bien, ça c'est pas bien. En fait, c'est impossible, c'est extrêmement culpabilisant, et la seule manière de faire ça intelligemment, c'est en se contrôlant soi-même et en se disant ça je suis ok avec moi-même de le faire, et ça en fait non, ça dépasse les limites de ce que je pense ok, parce que je suis informée sur l'urgence, l'existence de l'urgence. Et dans les modalités aussi, le fait d'expérimenter, en fait, de montrer que c'est possible, c'est aussi quelque chose qui peut donner envie aux autres de faire. Je me retourne aussi vers Morgane. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des projets exemplaires qui ont suscité des envies de réemploi ou... Mais ma réponse va être rapide, parce que oui, il y a des projets qui sont désirables. Je pense que ce qui régit, une des choses qui régit le capitalisme, c'est le désir. En fait, on crame des thunes parce qu'on désire quelque chose, et on fait plein de choses parce qu'on désire des choses. Et probablement un des enjeux importants, c'est de dire construire avec des matériaux moins impactants, c'est désirable. Et comment on fait ça ? On fait des bâtiments qui sont jolis, on fait des bâtiments qui sont confortables. On raconte une histoire différente de celle qu'on raconte depuis les 2 premières révolutions industrielles. Donc effectivement, le modèle, l'exemplarité et créer du désir, c'est probablement une des clés, un des gros leviers. Ce sera un peu nos mots de la fin, en fait, de ces futurs ou ces actualités désirables par la culture. Si vous êtes intéressé par le sujet, on fait un meet-up. On a utilisé un mot anglais. C'est une rencontre où on peut échanger sur la question du réemploi dans les décors et la scénographie avec d'autres personnes qui font partie du programme Culture Impact. Je voulais vraiment énormément remercier Solveig
et Morgane d'être venue un samedi vous parler, échanger sur ces sujets qui sont pour moi essentiels, sur cette transformation culturelle qu'on est en train de mener dans plein d'établissements, auprès de jeunes, de moins jeunes, dans des compagnies, auprès d'artistes, dans le secteur du BTP qui nous concerne tous, nous, spectatrices, spectateurs aussi de la culture, et finalement acteurs de la transformation, de ces transformations. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre participation et votre question. Malheureusement, on ne peut pas prendre d'autres questions, il y a encore plein de débats passionnants. On est ravis d'accueillir Mediapart pour ces 15 ans, et je crois que la première étape, elle est ici à Paris, au 104. Revenez toujours demain, pas lundi, on est fermé, au 104, voir des spectacles incroyables et rencontrer aussi les talentueuses équipes qu'on accompagne, des artistes, des associations et des entreprises. Merci beaucoup.